expliquer comment débute une histoire d'amour? Eh bien bonjour, effectivement, vous cherchez dans votre TPE une réponse scientifique à l'amour. En fait, pour répondre à votre question, quand on rencontre quelqu'un, il y a effectivement beaucoup de messages nerveux qui sont échangés, et très rapidement, et sans qu'on y prête beaucoup d'attention. Il y a notamment une perception inconsciente des phénomènes et des odeurs de l'autre personne, et qui se fait au niveau du nerf terminal, en fait au niveau du cerveau. Puis ensuite, le cerveau va, comme tout ordinateur, va faire une analyse de tous ces critères. Il les traite, toutes ces informations, et ensuite, c'est notre cerveau qui va nous répondre par des libérations, soit de neurotransmetteurs, soit d'autres substances que l'on a découvertes très récemment et qui sont en fait les endorphines. Et si notre cerveau est stimulé par une réaction agréable, il va sécréter ces endorphines qui vont nous donner cette sensation de bien-être. Le cerveau est donc l'organe du contexte amoureux? Alors, le cerveau, on peut le dire, est peut-être l'organe de l'amour. En tout cas, il est un des organes de l'amour chez l'homme. Le cerveau de l'homme se différencie du cerveau animal par justement le néocortex. Chez l'animal, le cerveau est réduit à sa plus simple expression, c'est essentiellement un cerveau reptilien capable de gérer les analyses du monde extérieur, et un cerveau limbique qui est capable de gérer les sensations. Le néocortex est essentiellement, chez l'animal, réduit à un cerveau moteur. Chez l'homme, au contraire, ce néocortex est capable de traiter toutes les informations liées à nos émotions et liées à notre psychisme. Et on sait très bien que dans la relation amoureuse humaine, le psychisme est un facteur très important. Donc, de ce fait, le cerveau est probablement un des organes importants de la relation amoureuse. Stop. Mais cette relation amoureuse a-t-elle un substrat scientifique? Cette relation amoureuse a effectivement un substrat scientifique. En tout cas, dans l'organisme humain, les transmissions du cerveau aux différents organes se font par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, et l'organe humain est fait essentiellement de relations chimiques. Alors, quel est le but de cette relation amoureuse? Le but de cette relation amoureuse, c'est le maintien de l'espèce humaine, c'est-à-dire la reproduction. Pour cela, après une relation amoureuse, le cerveau, certains neurones vont transmettre leurs informations à deux organes qui sont l'hypophyse et l'épiphyse, qui sont situés à la base du cerveau. Ces deux organes sécrètent des hormones. La transmission entre le cerveau, ce néocortex, et ces organes qui sont le centre de la sécrétion hormonale se fait bien sûr par des stimulations, et ces stimulations se font par des neurotransmetteurs, et on peut estimer que la dopamine, qui est la substance chimique qui va favoriser la synthèse d'hormones qui vont entraîner des modifications pour
acter cette relation amoureuse. Et quels sont ces neurotransmetteurs? Eh bien, les neurones sécrètent beaucoup de neurotransmetteurs. Les principaux neurotransmetteurs sont l'acétylcholine, la dopamine et la sérotonine. Les deux principaux sont, bien sûr, dans le cas de la relation amoureuse, la sérotonine et la dopamine. La sérotonine est plutôt un neurotransmetteur antidépressif qui va stimuler les neurones dans une phase quand notre organisme est plutôt apathique. Par contre, la dopamine est le neurotransmetteur qui va stimuler tout notre organisme. Ce n'est pas le neurotransmetteur spécifique de la relation amoureuse. C'est un neurotransmetteur qui est mis en jeu lors d'une agression de l'organisme. Et l'on peut estimer que la relation amoureuse, par les chamboulements qu'elle entraîne au niveau de notre organisme, est peut-être considérée comme une sorte d'agression. Si bien que quand vous êtes dans cette relation amoureuse et que vous avez beaucoup de modifications au niveau de vos émotions, de votre comportement, c'est la dopamine qui va stimuler, par exemple, les surrénales pour sécréter de l'adrénaline. La dopamine a le même effet quand on est en situation d'agression, c'est-à-dire qu'une personne qui a par exemple un choc septique, eh bien, va également sécréter de la dopamine pour entraîner une réaction de son organisme et retrouver un état normal. La dopamine donc, va sécréter de la noradrénaline, mais va entraîner également la sécrétion d'une autre hormone qui est l'ocytocine. Cette ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée lors de l'accouchement et qui stimule l'utérus, mais c'est une hormone dont elle s'est aperçue qu'elle intervenait dans le processus d'attachement entre une personne et une autre. Il pourrait donc y avoir un véritable filtre d'amour? Effectivement, ces dernières découvertes, les découvertes de ces neurotransmetteurs, pourraient nous faire penser que l'on peut créer un filtre d'amour. Mais, comme je vous l'avais dit au départ de cette interview, le cortex humain est beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas d'injecter ou de consommer de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine pour entraîner une réaction amoureuse. Au niveau du cerveau, et les IRM fonctionnels l'ont bien montré, il faut tout d'abord, et en particulier du cerveau humain, il faut bien sûr qu'il y ait un désir, qu'il y ait naissance de cette relation amoureuse, et il faut que les mécanismes se mettent en route pour obtenir cette relation amoureuse. La consommation des produits tels que la dopamine n'entraîne absolument aucune stimulation amoureuse, et malheureusement. Et finalement, on n'est plus qu'une question de molécules. Que reste-t-il du mythe de l'amour? Le mythe de l'amour, grande question. Il est toujours le même s'il il y a cet enchaînement de réactions moléculaires. L'amour garde toujours son côté romantique.
on peut conclure qu'il faut laisser l'amour se faire, ne pas vouloir le provoquer. Il ne faut pas oublier que ça reste magique. Et les instants de la première phase de l'amour, comme la rencontre, l'attirance, l'attachement de la personne, sont des moments inoubliables.